Bonjour et bienvenue sur The Crime Reel. Je voudrais remercier Moondog 151 qui m'a déjà envoyé quelques histoires auparavant. Il y a ce cas belge très intéressant que j'aimerais vous faire découvrir. Le 30 décembre 2016, un chasseur local se promenait avec son chien à Buluaye, dans la province de Flandre occidentale en Belgique. Son chien a découvert un cadavre brûlé dans un fossé au bord de la route. Il l'a simplement pris pour une carcasse d'animal et est rentré chez lui. Il passerait toute la nuit à douter de lui-même, se demandant s'il s'agissait vraiment d'un animal ou d'un corps humain. Alors, pour en avoir le cœur net, il décida d'appeler la police dès le matin du réveillon du Nouvel An 2016. À l'arrivée de la police, des animaux grimpaient partout sur le corps, et il a fallu les faire fuir. Le corps a été immédiatement identifié comme humain, mais il était presque méconnaissable. Le torse était gravement brûlé et le visage méconnaissable, tandis que les mains et les pieds étaient en grande partie intacts. La victime a eu relativement de la chance d'avoir un vernis à ongles très distinctif et un motif particulier sur ses ongles de pied que la police pensait pouvoir aider quelqu'un à se souvenir. Quant à la victime elle-même, la police a conclu sur les lieux qu'il s'agissait probablement d'un meurtre en raison des brûlures et du fait qu'elle portait à peine de vêtements. La police n'a également trouvé ni briquet ni alcool à brûler, ce qui les a amenés à conclure que la scène devant eux n'était pas le résultat d'une auto-immolation. À part cela, tout ce qu'ils pouvaient dire, c'est qu'il s'agissait d'une femme et, d'après l'état de décomposition, elle avait probablement été tuée il y a quelque temps. Quant au meurtrier, d'après l'endroit, la police pensait qu'il était probable que le tueur soit un habitant du coin qui connaissait bien la région, comme le corps avait été retrouvé dans un endroit suffisamment isolé. Enfin, la police n'a reçu aucun signalement de disparition, donc elle n'avait absolument aucune idée de l'identité de la victime. Lorsque la police a retiré le corps des lieux et l'a transporté à la morgue, où l'autopsie a commencé le 2 janvier 2017. Le médecin légiste a noté qu'il y avait de nombreuses fractures sur le visage de la femme, une sur le crâne et une autre près de l'orbite. Sa taille a été enregistrée à 1,44 m, ce qui correspond à environ 1,42 m ou 1,45 m. Elle était considérée comme jeune, estimée à environ entre 18 et 25 ans. Elle avait également une supraclusion très prononcée. Elle ne portait ni pièce d'identité, ni sac à main ou portefeuille, seulement un collier, semble-t-il. Ce qu'ils ont trouvé, c'est un morceau brûlé de plastique noir qui était probablement les restes d'un récipient, dans lequel elle a été placée lorsque son corps a été incendié. D'après la forme de son crâne, le médecin légiste a également déterminé que leur Jane Doe était d'origine asiatique. La première idée de la police a été que la victime pouvait être Narumi Kurosaki, une étudiante japonaise qui avait disparu en France le 5 décembre. La police a supposé que son meurtrier aurait pu transporter son corps de l'autre côté de la frontière, en Belgique, pour rendre plus difficile l'identification du corps et du tueur. Cependant, la piste de Narumi a été rapidement écartée. Revenons à la victime et plus précisément à son torse brûlé. Un morceau de tissu a été extrait des restes de l'enfant et, après un examen minutieux, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une étiquette provenant d'un t-shirt. Et la marque était Masikinyo, qui n'opérait qu'en Asie. Elle portait également une montre unique fabriquée au Japon, dont seulement 1300 exemplaires ont jamais été produits, et chacune n'a été vendue qu'au Japon. À côté de l'étiquette, de vêtements. Cela indiquait que, plutôt que d'être une locale d'origine asiatique, elle venait probablement d'Asie elle-même, soit en tant que touriste, étudiante ou nouvelle immigrée. La police a donc contacté toutes les ambassades asiatiques en Belgique, sans qu'aucune ne signale de disparition de ressortissants. Ils ont ensuite interrogé les employés des bureaux locaux de l'immigration ainsi que des centres d'accueil, mais malheureusement, ils n'ont pas pu apporter beaucoup d'aide à cette enquête. La police en a déduit qu'elle n'avait pas encore été signalée disparue ou qu'elle avait des contacts limités avec sa propre famille. La police a mené des recherches porte-à-porte, demandant aux habitants s'ils connaissaient ou reconnaissaient le nom à la femme. Mais Hillaway était une petite communauté rurale, donc aucun des habitants n'avait vu de femme asiatique. La police a visité les salons de beauté et de manucure proches,
montrant le vernis de la victime, mais personne ne l'a reconnu ni ne se souvenait l'avoir appliqué. De nombreuses grandes exploitations de champignons à proximité étaient également connues pour employer un grand nombre de travailleurs immigrés asiatiques. La police s'est rendue sur place pour demander si des travailleurs étaient absents. Tous les employés asiatiques étaient présents, donc malheureusement, cela n'a pas aidé l'enquête. Poursuivant les investigations, la police est également allée interroger les travailleuses du sexe local, un autre secteur dans lequel de nombreux immigrés asiatiques travaillaient. Mais cela aussi fut une impasse. Ils ont ensuite visité de nombreux restaurants asiatiques, comme des Thaïlandais ou Chinois, mais aucun employé ne manquait à l'appel. Enfin, ils ont analysé son acide désoxyribonucléique, mais ils n'avaient aucune piste à laquelle le comparer. La Belgique n'ayant pas de base de données acide désoxyribonucléique, les échantillons ont été envoyés dans celle des pays voisins. Mais une fois de plus, cela n'a mené à aucun résultat. Tandis que la police suivait ces pistes sans succès, les experts médico-légaux examinaient toujours les restes de la partie enfantine du corps pour tenter de découvrir autre chose. Sous le corps, ils ont trouvé des liasses de journaux brûlés, qui étaient imbibés de white spirit. Certains des journaux étaient restés intacts et pouvaient donc encore être lus. Celle-ci s'est en fait révélée la plus utile de toutes, car, grâce à ce qui restait, la police a pu lire. Les gros titres indiquaient que le journal était une publication néerlandaise nommée Métro, et que l'article avait été imprimé le 21 novembre 2016. Par conséquent, leur Jane Doe a probablement trouvé la mort à un moment donné le 21 novembre. Cela a été confirmé encore davantage lorsque la police a analysé les asticots sur son corps, ce qui a corroboré ce que le journal les avait amenés à soupçonner, à savoir que l'heure du décès était approximativement le 21 novembre. Malgré cette piste, cela n'a pas aidé à l'identifier. Ainsi, le 7 février 2017, une fois que la police eut terminé de réaliser la reconstitution faciale, elle publia des avis au public dans toute la Belgique. Ils ont demandé si quelqu'un reconnaissait son visage, un de ses effets, son vernis à ongles ou avait vu quelque chose de suspect. Le 21 novembre. Cela a payé car peu après, un habitant de Elaway s'est manifesté. L'homme du coin a dit à la police qu'il se souvenait avoir vu un autre homme faire son jogging avec sa petite amie asiatique à ses côtés. L'homme mentionné, habitant du coin, connaissait bien la région et avait installé plusieurs caméras de sécurité à l'extérieur de sa maison, mais aucune à l'intérieur. Il aimait brûler du bois et était célibataire depuis le départ de sa précédente partenaire. Et d'après tout le monde, il semblait avoir une préférence pour les femmes asiatiques, car il ne recherchait qu'elles sur les sites de rencontres. Sa compagne thaïlandaise et sa fille ont déménagé avec eux en Belgique. Personne ne les avait revus depuis, et lui-même n'était même plus dans le pays, ayant apparemment fui en Thaïlande. Plusieurs signaux d'alerte concernaient cet incident. Ces informations ont été transmises à un juge, et après examen des preuves, la police est rapidement entrée chez cet homme. Ils ont saccagé sa maison et contrôlé les canalisations de l'évier pour détecter d'éventuelles traces de sang ou d'acide désoxyribonucléique. Malgré tous leurs efforts, il ne semblait y avoir aucun signe d'activité criminelle et aucun produit de nettoyage n'a été détecté non plus, donc le meurtre a probablement eu lieu ailleurs. Pour l'instant, la police belge ne pouvait qu'informer ses homologues thaïlandais et simplement attendre. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps pour recevoir une réponse. La police thaïlandaise avait retrouvé l'homme, sa compagne et sa fille, toutes deux en bonne santé, tous profitant de vacances agréables. Il avait simplement eu toute une série de comportements étranges qui, par coïncidence, l'impliquaient y compris des vacances très mal choisies. Ils ont aussi enquêté sur un homme de Menon dont la petite amie népalaise était absente depuis un moment. Heureusement, elle a aussi été écartée comme victime. Maintenant que ces hommes étaient innocentés, la police a perdu sa seule piste et s'est donc retrouvée au point de départ. La police a de nouveau réédité tous les avis le 2 mai 2018, mais personne ne s'est manifesté à ce moment-là. Ce meurtre devenait rapidement une affaire classée et leur victime semblait destinée à rester une inconnue pour un avenir prévisible. Le 13 août 2018, l'ambassade du Vietnam a contacté la police dans la capitale belge, Bruxelles. Ils ont appelé après avoir reçu une lettre d'un homme resté au Vietnam. Il a dit qu'il n'avait pas eu de contact avec sa fille, Wen Tizan, âgée de 28 ans depuis le 21 novembre 2016. Nguyen était né dans une famille modeste de 6 enfants.
Et parmi tous ses frères et sœurs, Nguyen était la plus brillante et la plus douée sur le plan scolaire. Alors ses parents ont concentré la plupart de leurs efforts sur elle. Ils ont beaucoup investi dans son éducation, allant même jusqu'à contracter plusieurs prêts pour financer ses études supérieures. Finalement, ils ont réussi à réunir assez d'argent pour financer un voyage à Nagoya, au Japon, afin qu'elle puisse étudier à l'étranger. Pendant qu'elle était au Japon, elle a étudié la gestion et la comptabilité, puis le design d'intérieur et enfin le génie biologique. Mais gérer ses études était difficile à cause du coût de la vie au Japon, bien plus élevé qu'au Vietnam. Elle a dû prendre plusieurs emplois, comme femme de ménage dans un hôtel, serveuse dans un restaurant et aussi travailler dans un supermarché. Elle devait aussi régulièrement demander à ses parents de lui transférer de l'argent, une somme qu'elle était censée rembourser. Finalement, elle a trouvé son chemin vers une agence qui soutient la diaspora vietnamienne au Japon. Elle pensait que cela pourrait l'aider à gérer son travail, sa situation financière et ses études. Au même moment, elle a rencontré un homme belge qui se trouvait au Japon. Et tous les deux se sont vraiment bien entendus, continuant même à se parler après qu'ils soient rentrés en Belgique. Ses parents, lorsqu'ils l'ont appris, n'ont pas approuvé cette relation et voulaient qu'elle trouve un petit ami plus proche de chez elle. Après sa disparition, la police vietnamienne n'a pas mené d'enquête particulièrement approfondie sur son cas. Après avoir entendu parler de ce mystérieux homme belge, ils ont conclu qu'elle était partie volontairement et ont aussitôt clos l'enquête. Étrangement, ils ont ajouté que, même sans être partie pour la Belgique, elle restait au Japon. Donc au final, il n'y aurait rien qu'il puisse réellement faire. Le père de Wen a dû enquêter et chercher sa fille disparue tout seul, allant jusqu'à publier des annonces et des avis partout sur Facebook, y compris dans les communautés vietnamiennes au Japon et en Belgique. Mais il est resté 2 ans sans aucune piste concluante. Il a épuisé toutes les pistes possibles en cherchant dans son Vietnam natal. Mais il se rappela qu'elle avait rencontré un Belge au Japon et de retour au Vietnam, elle échangeait souvent en ligne avec lui. Désespéré d'obtenir des informations, il a contacté l'ambassade du Vietnam à Bruxelles, dans l'espoir qu'il puisse obliger la police locale à vérifier si elle se trouvait dans le pays. L'ambassade a été informée du corps retrouvé à Elaway et ce détail ainsi que les informations ont ensuite été transmis à la police vietnamienne. La police vietnamienne a ensuite prélevé des échantillons d'acide désoxyribonucléique de la famille de Nguyen. Ils ont également remis à la police un téléphone portable que Nguyen avait rapporté au Vietnam. Le téléphone et les échantillons ont été placés dans une valise diplomatique scellée et envoyés par avion du Vietnam vers la Belgique. Comme mentionné précédemment, la Belgique ne disposait toujours pas d'une base de données acide désoxyribonucléique. Selon une source, c'était la première fois en Belgique que des échantillons d'acide désoxyribonucléique d'une personne disparue servaient à résoudre une affaire. Les spécialistes de l'acide désoxyribonucléique ont découvert que les échantillons de la famille de Nguyen correspondaient à la Jane Doe de Elaway. Maintenant qu'ils avaient identifié leur victime, il était temps de trouver son meurtrier. C'était une bonne initiative de la part du père de Nguyen d'envoyer le téléphone en Belgique. Ils ont examiné le contenu et ont trouvé une conversation qu'elle avait eue avec ses parents qui comprenait des photos de son petit ami belge. Des messages textes ont également été extraits de son téléphone et ils avaient été écrits par un homme en Belgique, la pressant de prendre l'avion pour le pays. Dans les semaines précédant son meurtre, le père d'Even Nguyen avait reçu un message provenant d'un numéro belge disant « Grand respect laissez votre fille venir en Belgique. Les billets ont déjà été payés. Je prendrai bien soin d'elle. Ce serait un gaspillage d'argent si elle ne venait pas. » On pouvait également voir le passeport et la carte d'identité de l'homme. Cependant, il y avait juste un problème. Le nom de l'homme était censé être Jean Rosier. Cependant, la carte d'identité écrivait le nom avec 2 S au lieu d'un seul. Une incohérence. Les numéros de carte sur le passeport étaient aussi faux. Seule la photo correspondait. Nguyen avait donné à son ami quelques coordonnées de personnes qu'elle connaissait, y compris un numéro de téléphone belge. La police a appelé le numéro et il était toujours en service. Le principal problème était que ce n'était pas un numéro de téléphone portable personnel, mais le numéro d'une entreprise à Menen qui employait 444 personnes. La police a obtenu une liste de tous leurs employés et les a examinés systématiquement un par un.
Finalement, ils sont tombés sur John Vanderlychy, âgé de 29 ans, et il ressemblait exactement à l'homme sur le téléphone de Nguyen et sur la photo du passeport. John avait une petite amie qu'il avait rencontrée en 2009 et avec qui il avait emménagé en 2013. Leur fils nouveau-né est né le 27 octobre 2016. John est né en 1989 à Zonabek et a étudié pour devenir électricien, mais il n'a jamais terminé ses études. Il n'a pas terminé ses études car il a trouvé un emploi bien payé. Un emploi qui l'obligeait également à voyager au Mexique, en Italie, en Bulgarie et surtout en Asie, en particulier au Japon. Bien qu'il soit parfois verbalement agressif, Jean était décrit par sa petite amie comme gentil et agréable. Un seul incident, il lui a donné une gifle, puis a cessé quand elle a menacé de partir. Doit-il recommencer ? Dans les jours qui ont suivi, Jean semblait vraiment désolé pour cet incident. La petite amie disait que Jean utilisait souvent son téléphone chaque fois qu'elle le voyait, pensant toujours qu'il parlait à des clients. Elle disait qu'il était réservé, modeste, et qu'elle ne s'est jamais inquiétée d'infidélité lors de ses voyages. Elle était loin de se douter. Jean s'était rendu au Japon en mai 2016 et avait rencontré Nguyen via un site de rencontre. Au début, ils ont eu des conversations normales sur leur centre d'intérêt avant de rapidement donner une tournure sexuelle à leurs échanges. En fait, il y avait de nombreux messages de gens demandant s'ils pouvaient avoir des rapports sexuels. Ils se sont finalement retrouvés à l'hôtel pour un rendez-vous, puis ont eu des rapports sexuels consentis. Le 8 novembre 2018, la police a décidé qu'il était temps d'arrêter Jean. Sachant qu'il partait travailler tôt, ils l'ont arrêté devant chez lui, assez loin pour que sa famille ne voiture rien. Ils ont mis en place un faux contrôle d'alcoolémie. Ils ont demandé à Jean de sortir de son véhicule et il a été conduit à l'arrière d'un fourgon de police où ils ont dit que leur matériel et les tests d'alcoolémie se trouvaient en an. Une fois qu'il est sans monter dans le fourgon, les portes se sont refermées derrière lui pendant que les agents lui passaient tard les menottes et l'arrêtaient en fait pour le meurtre prémédité de Nguyen Tizan. L'arrestation est survenue quelques jours avant le mariage arrangé de Jean et sa petite amie. La réaction de Jean à l'arrestation a été l'indifférence. On l'a décrit comme impassible, et il ne semblait pas vraiment surpris. Le plan de la police belge pour éviter que sa petite amie n'assiste à l'arrestation de Jean a été si efficace qu'il a eu l'effet inverse. Elle s'est inquiétée quand Jean n'a pas appelé pour dire qu'il était bien arrivé. Et lorsque la police s'est présentée chez elle pour effectuer une perquisition, elle a remarqué qu'un des agents tenait un dossier sur lequel était écrit « Meurtre avec préméditation ». N'ayant jamais entendu parler de Nguyen, elle supposait que Jean avait été assassiné et restait inconsolable. Finalement, la police l'a informé qu'il était le suspect et non la victime, ce qui a dû être très difficile à encaisser pour elle. Au début, Jean a nié toute implication et a seulement admis connaître Nguyen. Les détectives ont néanmoins poursuivi leurs interrogatoires et après 2h30, il a avoué et reconnu cela. L'autre téléphone portable de Nguyen et sa tablette étaient enterrés et cachés sous sa baignoire, ayant été placés là juste avant son installation. La police a rapidement retrouvé le téléphone et la tablette cachée dans un coin sous la baignoire. Sur les deux appareils, plus de 9000 messages à caractère sexuel ont été écrits et échangés entre eux, Homsobranos. Et cela incluait même Jean parlant de cette manière pendant que son fils venait au monde. Jean a aussi menti sur son nom et son adresse à Nguyen pour qu'elle ne le retrouve pas ni ne voie des photos de sa petite amie et de son enfant sur Facebook. Jean ne pensait pas que cet acte de tromperie durerait, cependant, et que Nguyen découvrirait probablement bientôt sa véritable identité. Jean a alors cru que, pour préserver sa réputation ainsi que sa famille, il devait attirer Nguyen en Belgique et la tuer. C'est à ce moment-là que Jean a commencé à la harceler sans relâche, la pressant constamment de faire une pause dans ses études et de venir lui rendre visite en Belgique. Y compris le fait qu'il lui a envoyé 139 messages textes. Elle était loin de se douter que le but de ce voyage était simplement que Jean puisse la tuer pour dissimuler sa liaison. Chaque fois qu'Englen hésitait et exprimait des réticences, Jean évoquait toujours le fait d'avoir des enfants avec elle, ce qu'elle avait vraiment envie de faire avec lui. Jean jugeait ce plan indigne de son argent et a donc obligé Englen à payer. Elle a donc dû contracter plusieurs prêts uniquement pour financer son voyage en Belgique. Elle a d'abord atterri à Helsinki en Finlande, puis a pris un vol de correspondance pour Amsterdam aux Pays-Bas.
Enfin, elle a payé un billet et est montée dans un train pour Courtrai, en Belgique, où elle n'avait ni logement ni hôtel réservé. Après l'arrivée de son train, elle s'attendait à ce que Jean soit prêt à venir la chercher. Au lieu de cela, Jean, bien qu'il soit libre, a pris son temps et a décidé de rester chez lui. Quand il s'est enfin présenté, Englen était très contrariée d'avoir attendu si longtemps dans un pays inconnu pour elle. Une fois dans la voiture, Jean a vu une Guyenne sur son téléphone et l'a arrachée. Cela a mené à une dispute avant que Jean n'explique finalement qu'elle ne pouvait pas rester ni prendre de photos ou de vidéos de son voyage en Belgique à cause de sa petite amie et de son fils. Inutile de dire qu'Englen s'est senti très trahi en apprenant cela et a giflé Jean, le menaçant de révéler leur liaison. Jean, en réponse, a fait ce qu'il avait toujours prévu de faire, probablement juste un peu plus tôt que prévu. Il a commencé à la frapper en visant particulièrement le visage, ce qui a entraîné de multiples fractures de ses traits faciaux. Finalement, Englen a été battue jusqu'à perdre connaissance. Jean l'a ensuite conduite dans un endroit plus isolé. Une fois sur place, il a arrêté la voiture et a couvert sa bouche et son nez avec sa main pendant environ 45 secondes jusqu'à ce qu'elle succombe à la suffocation. Il est ensuite rentré chez lui avec son corps toujours dans la voiture, où il devait simplement espérer que sa petite amie ne soit pas à la maison. Elle était à la maison mais n'a toujours rien remarqué car les stores étaient retirés et elle regardait la télévision. Il a récupéré un tonneau en plastique, du white spirit et des allumettes dans l'abri de jardin, les a chargés dans la voiture puis s'est rendu à Allaway. Sur place, il a mis le corps dans le tonneau, l'a couvert de plastique, versé du white spirit et allumé des journaux avec des allumettes. Jean ne s'est pas attardé et est parti dès que le feu a été allumé. Jean s'est rendu à un canal voisin et y a jeté les sacs à main et le sac à dos de Nguyen, emporté par le courant. Ne devant jamais être retrouvé, Jean est finalement rentré chez lui à 21h après être resté dehors pendant 3 heures. Jean a ensuite nettoyé tout le sang dans la voiture avant de rentrer à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, il a lavé ses vêtements et déchiqueté la carte d'identité de Nguyen, qui a été rapidement jetée dans une benne à ordures. Ensuite, il a gardé son portefeuille, qu'il a ensuite jeté lorsqu'il est allé prendre son service le lendemain matin. Quelques jours plus tard, Jean était revenu sur cette déclaration, affirmant que c'était un accident et accusant sa petite amie. Il a dit qu'il voulait la tromper parce qu'elle ne le satisfaisait pas oralement aussi souvent qu'il l'aurait souhaité. Selon lui, s'il avait eu d'un but plus souvent satisfaction sexuelle, il ne l'aurait pas trompée. S'il ne l'avait jamais trompée, il n'aurait jamais rencontré Nguyen, et s'il n'avait jamais rencontré Nguyen, il ne l'aurait pas tuée. Elle devrait donc partager une part de responsabilité. On dit que cela a été la goutte d'eau pour elle. Elle lui avait rendu visite en prison à 3 reprises, essayant de le soutenir, de chercher une réponse au pourquoi ou peut-être même de prouver son innocence. L'entendre dire cela l'a motivé à finalement abandonner Jean et à le couper complètement de sa vie. Le procès de Jean a commencé le 8 janvier 2021 devant la cour d'assises de Flandre occidentale. Et pour le procureur qui poursuivait Jean, c'était en fait sa toute première affaire. Le premier jour du procès, les procureurs ont cherché à écarter la défense pour cause d'aliénation mentale avant même qu'elle ne soit soulevée. Des rapports psychiatriques ont prouvé que Jin était conscient de ses actes et n'était pas psychopathe. Il avait une conscience qu'il a délibérément ignorée pour commettre le meurtre. Jean a exprimé des remords au procès, mais peu de personnes l'ont cru. Jean a nié toute préméditation. Il a dit « Je suis en fait un garçon gentil » et a affirmé qu'il l'avait amenée en Belgique pour qu'elle puisse avoir un meilleur avenir et de meilleures opportunités de travail. Il voulait aussi lui faire visiter sa maison. Le juge était incrédule et a demandé s'il avait vraiment tout risqué juste pour montrer à sa maîtresse les pièges à touristes locaux. Le procureur a répondu que John avait conseillé à Nguyen de ne pas acheter de billets retour. Il a finalement reconnu l'avoir fait venir pour le sexe. Comme il était difficile de plaider l'innocence de John, son avocat a simplement proposé une peine avec sursis ou une mise à l'épreuve. John a dû s'expliquer en garde à vue sur ses reproches à sa femme concernant sa satisfaction orale. Au tribunal, il est revenu complètement sur cette déclaration et a dit « Bien sûr, ma femme n'est pas à blâmer ». La question sur laquelle le jury devait délibérer était de savoir si John avait agi avec préméditation ou non. Le 14 janvier, le jury a rendu un verdict de culpabilité, mais il a finalement décidé que le meurtre n'était pas prémédité.
Bien qu'ils admettent qu'il l'a attirée en Belgique, ils ont estimé que le meurtre lui-même était trop hasardeux et soudain pour avoir été planifié. En outre, Jean a été très imprudent en courant partout pour rassembler les outils afin de se débarrasser de son corps. Le fait que Nguyen soit toujours dans la voiture, ce qui signifie que n'importe qui aurait pu passer, regarder à l'intérieur et voir son corps, montrait qu'il ne semblait pas savoir ce qu'il faisait. Cela semblait fortement improvisé, et ce n'est que par pure chance que personne n'a signalé l'incendie, laissant le corps non découvert pendant un mois. Le 15 janvier 2021, John van der Lugge a été condamné à 27 ans de prison, soit un an de moins que ce que le parquet avait demandé. Il pourra prétendre à une libération conditionnelle au plus tôt en novembre 2027. Beaucoup de personnes en Belgique étaient en touche satisfaites de la peine, mais la famille d'Englen au Vietnam l'était beaucoup moins et a même été choquée par la sentence. C'est la condamnation de John qui leur a fait découvrir que la peine capitale n'était pas universelle. Ils s'attendaient enfin à la peine de mort puisque leur propre pays, le Vietnam, l'appliquait, alors ils pensaient simplement que ce devait être pareil en Belgique. Après la condamnation, l'ex-petite amie de John a déclaré lors de son interrogatoire qu'elle ne reprochait rien à Englen et ne lui en voulait pas. Elle a dit qu'Englen, ignorant son existence, elle était innocente et qu'il serait inutile de la détester pour avoir fréquenté son partenaire. Ses mots exacts étaient « Je ne ressens aucune rancœur envers cette femme, je ressens avant tout de la compassion ». Elle a cru à ses mensonges, elle ne pouvait pas savoir. Cela conclut l'affaire d'aujourd'hui. Merci encore à Moondog 151 d'avoir couvert cette affaire et de m'avoir permis de la présenter. Merci beaucoup d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous.